Bienvenue dans La Causerie, le média qui fait causer. Chaque semaine, des interviews pour mieux comprendre la France dans laquelle on vit. Ici, pas de tabou, on se dit tout, le ton est direct mais chaleureux, on discute, on refait le monde. Bienvenue dans La Causerie, la chaîne YouTube qui fait causer. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Christophe Bordet. Merci de nous recevoir dans La Causerie. On va essayer de mieux vous connaître et puis de savoir un petit peu quel est finalement le fond du programme, puisque vous êtes candidat à la présidentielle, et on va évoquer évidemment ce sujet. En premier lieu, je voulais vous demander de vous présenter, mais de vous présenter de manière peut-être un peu particulière, sans utiliser le terme politique. Me présenter. Je suis un être humain, né il y a un certain nombre d'années, français, profondément, ouvert sur le monde, contrairement à la caricature qui est souvent faite par les uns les autres, profondément attaché à ma liberté de conscience, enraciné dans une histoire sans doute un peu mythifiée. Un grand-père aviateur de la guerre de 14, des parents quasi résistants, qui ne l'ont jamais dit mais qui ont fait beaucoup de choses. Voilà, amoureux de la France, amoureux de la liberté, engagé pour mon pays, qui fait naufrage, et ça me rend profondément triste de le voir comme ça. Et engagé dans un chemin, il ne faut pas prononcer le mot politique, mais historique, tiens, pourquoi pas. Historique. Difficile. Oui, est-ce que notre pays est condamné à mourir? Est-ce que c'est la fin de l'histoire de France? Ou est-ce qu'il y aura un sursaut? Et si je peux contribuer à ce qu'il y ait au moins l'étincelle du sursaut, ben ce sera positif. Alors c'est intéressant ce que vous dites, Nicolas Dupont-Aignan, parce que c'est vrai que quand je vous écoute, et là, en ce moment même d'ailleurs, par rapport à ce que vous venez de dire, on a l'impression que vous êtes persuadé que vous pourriez être le sauveur de la France. Et je me dis, bon, certes, pour être candidat à la présidentielle, il faut croire en soi, mais à ce point-là, c'est quand même incroyable. Vous vous trompez sur un point. S'il y avait un sauveur, aujourd'hui, je le suivrais, mais avec une joie immense. J'ai eu que 2 engagements politiques dans ma vie où j'étais heureux de le faire. Ça va vous surprendre. Un premier à 13 ans. À 13 ans 13 ans. Mon premier engagement, c'était Chaban-Delmas. À 13 ans, 74, élection présidentielle, j'avais une affiche J'avais été chercher au QG de campagne, tout seul, avec ma mobilette. Je ne sais même pas si j'avais une mobilette, d'ailleurs, j'étais à pied, 13 ans, je ne devais pas avoir une mobilette. Oui, parce que là... c'était un peu plus tard. Mais voyez, le Dupont-Aignan à 13 ans sur une mobilette... Mais en tout cas, j'avais été chercher les affiches que j'avais collées face extérieure sur la rue, pour que tout le quartier sache. Voilà. Et l'anecdote que j'avais racontée 100 fois, mais qui est vraie, c'est que j'ai eu de très mauvais résultats scolaires en 4e parce que, et ma mère a été convoquée, elle a dit, il fait la campagne présidentielle. Elle a dit, bizarre cette famille. Et le deuxième engagement, beaucoup plus comment dire, réfléchi, c'était pour Philippe Séguin. Je me serais fait tuer pour Philippe Séguin. Maastricht, cet homme que j'adorais. Voilà, ça c'est les 2 engagements. Si aujourd'hui il y avait un sauveur qui me paraissait exceptionnel, je peux vous assurer que c'est pas moi qui compte dans cette affaire. C'est que je considère aujourd'hui qu'on a une classe politique lâche, médiocre. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens médiocres, attention. Il y a des gens très bien. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de mauvais œil sur le pays qui fait que des gens qui pourraient faire quelque chose, qui ont les qualités pour le faire, le font pas. Et donc à un moment... je me dis, c'est à moi de le faire. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas, il n'y a aucun orgueil. Je peux vous assurer. Il n'y a pas d'orgueil. Ah non. Il n'y a pas un petit peu d'orgueil. Il y a la conscience. Non, il y a la conscience que si je le fais pas, je vois pas qui va le faire. Mais s'il y en a un qui se dévoue, je serais très heureux de le suivre et d'avoir moins d'emmerdement. Mais très sincèrement. Mais quand vous dites, mais très sincèrement, il n'y a pas une once d'orgueil. Ah non, pas une. Non, mais moi je veux bien. Parce que c'est un devoir. Non, mais peut-être. Je joie. veux bien l'entendre, mais quand même. Qu'on s'arrête un peu là-dessus, parce que je trouve ça intéressant, puis ça permet de mieux comprendre aussi. Mais vous dites, je n'ai pas d'orgueil. Mais quand Marine Le Pen, par exemple, vous dit, rejoignez-moi pour qu'on soit ensemble pour la présidentielle de 2022, vous dites, non, moi j'y vais tout seul. Mais non, mais c'est pas ça que j'ai dit d'ailleurs. Ça, c'est le non, roman. Mais enfin, bon, c'est ce que ça signifie. Je suis le seul qui a eu le courage,
Or, qui n'appartenait pas au Rassemblement national, et qui n'y appartiendra jamais, je suis le seul en 2017 à l'avoir soutenu, et à avoir eu le courage de le faire. Bon, donc je ne suis pas suspect d'être quelqu'un qui n'a pas le courage de la suivre. Enfin, ça n'a pas été jusqu'au bout non plus. Ah bah si, j'ai été jusqu'au bout oui, du second tour, même après débat, et j'ai été d'une loyauté totale. Et je n'ai rien dit sur ce qui s'est passé. Et je ne dirai jamais rien. Mais j'ai quand même le devoir d'éviter qu'on recommence. C'est tout. Et le grand paradoxe, et c'est un vrai problème d'ailleurs, il ne faut pas nier le problème, hein, c'est que Marine Le Pen est en tête du premier tour, mais n'est pas capable de gagner le second. Et c'est pour ça que Macron l'aime tant. Et moi, peut-être immodestement, je pense que je suis beaucoup plus capable de gagner le second face à Macron, parce que je suis moins caricatural. Et je rassemble des deux côtés, je suis issu de l'UMP, j'ai fait ce geste vis-à-vis du Rassemblement national, je suis populaire des deux côtés. Donc je pense que je suis capable de gagner le second, mais le problème c'est que je ne suis pas en tête au premier. Ça c'est une réalité. Bah oui, oui. Et je demande aux Français de m'aider à être en tête au premier pour gagner le second tour. Si Marine Le Pen avait la capacité de gagner le second, mais moi je ne m'emmerderais pas à être candidat. Par rapport à Macron, quand même, une question. Macron est en train de se positionner, en quelque sorte, Nicolas Dupont-Aignan, comme, comment dire, celui qui va protéger les Français, celui qui protège et qui va protéger les Français. Et évidemment, il utilise cette histoire du Covid. Est-ce que pour vous, c'est une carte qu'il a quelque part raison de jouer ? Elle n'est pas nouvelle. Pétain a remarquablement, au départ, joué cette carte. Donc Macron, c'est Pétain. J'ai pas dit ça. Non, mais c'est intéressant le parallèle. C'est la même démarche. Parce que c'est une imposture. Vous savez, ils avaient pris Pétain parce qu'il avait gagné Verdun. Et donc, il fallait prendre un héros pour assumer la traîtrise. Eh bien, Macron, qui a dilapidé Alstom, qui a vendu aux Américains Technip, qui a dilapidé Alcatel, qui cède tout à Merkel en Europe, qui il s'est même fait remplacer par Merkel à l'Europe il n'y a pas très longtemps. Qui vraiment trahit la France, moi j'appelle ça de la haute trahison, veut apparaître comme le petit père des peuples. C'est de bonne guerre, mais on n'est pas obligé de tomber dans le panneau, surtout la deuxième fois. Et donc moi je dis aux Français, méfiez-vous. Voilà. Mais d'ailleurs je vais vous dire, je pense qu'au fond les Français ne veulent pas de Macron. Et encore une fois, sa seule chance de survie, c'est le fameux duel dont on parlait tout à l'heure. Donc, ils veulent nous enfermer là-dedans. Et donc, il faut qu'à gauche, ceux qui sont de gauche trouvent leur candidat, ceux qui sont gaullistes comme moi trouvent leur candidat. Chacun, c'est ça la démocratie. Et puis les choses vont se mettre en place. Ouais. On est à 1 an et demi. Tout peut arriver encore. Tout peut arriver, les choses vont se mettre en place. Mais Macron, comme protecteur de la nation française, c'est une imposture totale. Mais en même temps, je comprends qu'il a envie de le faire. Nicolas Dupont-Aignan, gens... dans les actes quand même, dans les actes, et au-delà de ce que vous avez dit, si on regarde la crise Covid, le chômage partiel qui a permis quand même de maintenir à flot un certain nombre d'emplois ou d'entreprises, par exemple, les aides qui sont faites aux restaurateurs, à l'hôtellerie, etc., on pourrait se dire, bah oui, Macron, quelque part, on est le seul pays pratiquement à avoir fait ces aides-là. Alors ça, c'est faux. Non ? Ça, c'est de la propagande totale. D'accord. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a d'abord une bonne mesure, et je l'ai toujours salué, c'est le chômage partiel. Ça, bravo. Non, mais il faut le dire, quand il y a quelque chose de bien, il faut le dire. Simplement, outre le chômage partiel, les 460 milliards, ils ne sont pas là. On nous parle tous les jours de 460 milliards. Ça, c'est l'Europe. Quand on Non. Il y a l'aide européenne. Non, c'est à part. 100 milliards en plus. Les 460 milliards, il n'y en a pas. Il y avait 300 milliards de garanties de prêts, il n'y en a eu que 120 milliards de dépensés. Donc déjà, il y a 240, un peu moins, 180 à août. Ensuite, de réellement dépensés, il y a eu 80 milliards. C'est beaucoup, mais c'est rien à côté de ce qu'a fait l'Allemagne. Donc, il y a une sorte de mythe, parce qu'ils ont très bien communiqué, en multipliant des milliards, mais ce sont toujours les mêmes. Et quand vous regardez précisément les chiffres, en fait, il y aura eu 80 milliards de dépensés, et le plan français de soutien à l'économie représente 2% du PIB, de la richesse nationale, quand la chute de richesse est de 8. En Allemagne, la chute de richesse est de 6, et le plan est de 6. Donc si vous voulez, je vais vous donner un autre exemple, les fonds propres des entreprises, qui est vital pour nos PME. 3 milliards en France, 100 milliards en Allemagne. Donc je ne sais pas si vous avez imaginé ce qui va arriver à la sortie.
Donc, ça veut dire que là, il y a une grande mystification. Premier point. Deuxième point, sur la crise du Covid, on a une des pires gestions, pas la pire, une des pires gestions. On a eu une gestion de branquignoles, d'amateurs. Mais les vous masques, auriez fait les quoi? tests. Non, 26 janvier. Admettons, vous êtes le président de la République, je peux vous dire. le Covid arrive, ou la Covid. Eh bien, vous faites reprenez. quoi? Alors, c'est pas je fais. Parce que ça, vous pouvez dire Dupont-Aignan après coup, c'est facile. Il dit qu'il aurait fait. Oui, je peux le dire. Oui. Eh bien, reprenez toutes mes vidéos sur Internet, la première du 26 janvier, où je dis pourquoi les avions qui arrivent de Chine ne sont pas bloqués comme dans les autres pays. Quand Trump a pris la décision de bloquer les avions de Chine, toute la presse officielle a dit fasciste, etc. Il avait bien eu raison. Donc, on aurait fait un contrôle aux frontières beaucoup plus serré. Deuxièmement, on aurait relancé l'industrie du masque en France beaucoup plus vite et on n'aurait pas brûlé les stocks de masques encore en février-mars. Troisièmement, on aurait mis en place une filière de test, car qu'on n'ait pas eu la filière de test au mois de mars, à la rigueur, encore qu'on aurait pu donner l'autorisation des laboratoires départementaux vétérinaires qui étaient prêts, et Raoult ça a en a traîné, profité. ça a plus que traîné, oui. Ouais. Mais au moins, on serait prêt aujourd'hui. Vous savez qu'on ne peut pas toujours se faire tester aujourd'hui en France. Ça ne marche pas. Et puis, dernier point, j'ai demandé dès le 26 janvier, dès les réunions de Matignon, qu'on prévoit un plan de doublement des lits de réanimation, qu'on n'aurait pas pu obtenir comme ça, parce qu'il faut des recrutements, mais qu'on se lance dedans. Or, ils n'ont rien lancé. Et on se retrouve aujourd'hui, là on est le 14 octobre, avec un pays pris en otage parce qu'il a 4400 lits de réanimation effectifs. Sur les 5000, il y en a 600 de fermés parce qu'il n'y a pas le personnel. Quand l'Allemagne, il y en a 15 000. Et on va arrêter peut-être, j'espère pas, à nouveau le pays, parce qu'on a des lits de réanimation insuffisants. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas un certain nombre, et il n'y a pas que moi, Marine Le Pen l'a dit, d'autres l'ont dit à gauche, enfin, il y a quand même des choses qu'on pouvait faire, qu'on n'a pas fait, ni en mars, ni en avril, ni en juin, ni en juillet, ni en septembre. Et donc là, il y a quand même un vrai problème d'organisation de l'État, de prise de décision. Et on va punir les Français, parce qu'on n'a pas été capable de prendre des décisions. Enfin, il y a peu de pays au monde qui prélèvent autant d'impôts et qui sont incapables de faire fonctionner leurs services publics. Alors, puisqu'on parle de cette crise Covid, l'état d'urgence sanitaire en France a été prolongé jusqu'au printemps prochain. On l'a appris, pardon, mais c'est vrai, on l'a appris par hasard, franchement. Cette affaire est absolument étonnante quand même. Comment vous l'avez vécu? Parce que je crois que vous étiez un des rares dans les travées de l'Assemblée nationale en pleine nuit quand ça a été adopté. J'ai bataillé toute la nuit. On était combien, 60? J'ai bataillé toute la nuit. 60 députés seulement? 60 députés. J'ai bataillé toute la nuit. Parce que c'est incompréhensible. C'est scandaleux. C'est prendre le Covid pour, j'allais dire, je vais vous choquer peut-être, pour habituer les Français à subir. C'est très grave ce qui se passe. C'est qu'on apprend... Donc vous êtes en train de dire qu'on est en train d'utiliser ce qui se passe d'instrumentaliser le Covid pour cornaquer les Français. Oui, tout à fait. Ah bon? Oui, je le pense. Et je pense que... Alors, c'est de la dictature presque, ce que vous êtes en train de dire. Enfin, il y a un côté... C'est une forme de dictature, c'est une forme d'accoutumance, d'infantilisation. Et c'est extrêmement grave, je le pense, parce que c'est dangereux pour le pays, parce que je crois que d'abord, on relèvera la crise sanitaire par la responsabilisation des Français. On ne peut pas relever une crise sanitaire si chacun n'est pas adulte. Enfin, vous savez bien que ça fait des mois qu'on dit aux Français qu'il faut mettre le masque, et qu'aujourd'hui on est encore en train de se battre pour que notamment les plus jeunes, puisque ce sont eux visiblement qui transmettent le plus le virus en ce moment, le mettent. C'est-à-dire qu'on a encore des gens, et on en entend tous les jours, qui disent « Oh ben non, moi j'ai envie de faire la fête, etc. » Oui, mais alors il y a deux choses. C'est irresponsable ou pas? Il y a irresponsabilité ou pas. Le problème, c'est qu'on a tellement infantilisé les Français. D'abord en leur disant qu'il ne fallait pas mettre le masque. Donc ça a quand même laissé des traces. Deuxièmement, en leur demandant de mettre le masque dans des endroits où il n'y a pas besoin de mettre le masque. On les a infantilisés. Et donc, naturellement, compte tenu du caractère gaulois, il y a une résistance parce que les gens ne comprennent plus rien à la réalité. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu la chance d'aller à Lisbonne pour un truc sur l'Union européenne il y a 3 semaines. Les Portugais sont extrêmement sérieux. Mais par exemple, le masque n'est pas obligatoire dans les rues de Lisbonne. En revanche, dès qu'il y a du monde, ils le mettent. Mais en revanche, on prend la température en entrant dans chaque boutique. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus sérieux que les Français et beaucoup plus libres.
est-ce que vous avez le sentiment que le pays aujourd'hui est brisé façon puzzle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est chacun défend Chacun pour soi. son bout de gras. C'est vrai. Et que résultat des courses, on n'arrive plus à rien, quoi, quelque part. Ouais. C'est pourquoi je crois... Comment refaire nation, quoi? Eh ben, refaire nation, j'en suis convaincu, depuis toujours d'ailleurs. Et puis, enfin, 2017, j'avais proposé 5 référendums dans la première année de pouvoir. Je crois qu'on ne refera nation que si on donne le pouvoir aux Français, que si on les met devant leurs responsabilités, que si on n'a pas peur d'eux. Le général de Gaulle a dénoué la crise algérienne par le référendum. Moi, à ma modeste niveau, dans ma pauvre petite commune dont j'ai gagné en 95, qui était ruinée, en faillite complète, j'ai retissé le lien de la confiance. Quand je sonnais aux portes, quand je me suis présenté, on me claquait la porte. Politique pourrie. Bon. J'ai retissé la confiance et j'ai été réélu quand même 3 fois à 80%, 30 000 habitants, plutôt centre-gauche, la ville, parce que j'ai réhabitué les gens au respect de la parole, à l'humilité du chef, au référendum. C'est vous qui allez trancher, c'est vous qui allez décider comment on va s'en sortir. Je vais vous dire franchement, je peux être élu demain matin, s'il n'y a pas de changement de méthode, je ne réussirai pas mieux que les autres. Donc la seule solution, c'est de changer la méthode. Et pour changer la méthode, il faut intégrité absolue, il faut dynamiter l'oligarchie, et on ne dynamitera l'oligarchie que par le référendum. Je vais vous donner un exemple précis. Des peines planchées pour les récidivistes. Si on passe par le Parlement, ça ne passera jamais. Donc il faut passer par le référendum. Référendum, est-ce que vous voulez, comme aux États-Unis, peut-être moins dur qu'aux États-Unis quand même, sinon ça c'est pour éviter le Conseil constitutionnel. Non, exactement. Oui, bah oui. Ah bah oui. Est-ce que vous voulez qu'au deuxième délit, d'abord que quand on commet le même des délits différents, ça soit considéré comme récidiviste? Vous êtes au courant de ce qui se passe en France. Vous volez quelqu'un, vous l'agressez et vous faites une agression sexuelle, c'est pas de la récidive. C'est de la récidive si vous volez 3 fois quelqu'un. Il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Donc, il faut changer cette règle et il faut doubler la peine à la 4e récidive ou à la 3e ou à la 2e. Il faut trouver un barème. Donc là, vous dites référendum. Il faut et là, consulter les Français par exemple, là-dessus. un exemple comme ça ne passera jamais par le Parlement. C'est impossible. Référendum, quand 95% des Français, ou 90 ou 80 ou 70 auront voté ça, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État s'inclineront. Pour parler de votre programme, j'ai lu effectivement un certain nombre de choses, et notamment sur l'ordre et sur les trafics qui ont lieu dans un certain nombre de quartiers, etc. Bon. Moi, quand même, je me dis une chose très simple, déjà pour commencer, parce qu'on peut toujours dénoncer le trafic de drogue, de cannabis, etc. Bon, d'abord, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça rapporte plus de faire du trafic de drogue aujourd'hui que d'aller travailler. Donc, il y a peut-être un problème de salaire déjà en France. Pour le résoudre, ça aussi, ça va pas être un problème de simple. croissance. Il y a un problème de croissance. C'est évident. Ça, c'est la première chose. Mais autre chose, quand même, qui est assez choquant. La drogue, aujourd'hui, en France, ça apparaît dans le produit intérieur brut. Donc comment peut-on être sérieux 2 minutes en se disant, attendez, vous êtes contre la drogue, vous êtes contre le trafic de drogue, mais en même temps, on l'utilise dans le produit intérieur brut. Donc on l'officialise quelque part. Est-ce que là, il n'y a pas un problème? À cause de l'Union européenne, qui l'a demandé d'ailleurs, de mémoire. Et puis, comment être crédible à partir de ce moment-là? C'est impossible. Vous savez, mon mot type, c'est le bon sens. Et j'ai relu l'appel du 18 juin. Ça m'a amusé parce que, pas relu, mais quand j'étais à la cérémonie du 18 juin dans ma ville, on a lu l'appel du 18 juin. Et je ne sais pas pourquoi, on en parle toujours, mais vous savez, les mots, on les oublie. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y avait le mot bon sens et intérêt supérieur de la nation. Et je trouvais que c'était très beau, les deux ensemble. L'intérêt supérieur de la nation, c'est le bon sens. Voilà. Et donc, il y a un moment, il faut du bon sens. Et je suis convaincu que si les Français avaient des dirigeants de bon sens, il y a une majorité très large qui soutiendrait des mesures très simples et évidentes. Je vais être très franc avec vous. C'est pas pour autant que la situation s'améliorerait par coup de baguette magique. Mais n'oubliez pas quand même que quand le général de Gaulle est revenu en 1958, alors que la situation était désespérée, sur le plan économique, sur le plan social, tout, en quelques années, mais très peu, le pays s'est redressé. Donc il y a des capacités de sursaut dans le pays exceptionnelles. Mais par exemple, sur le trafic de drogue, on fait quoi? Sur le trafic de drogue, écoutez,
Déjà, il faut une négociation avec le Maroc. Parce que la drogue, elle vient bien de quelque part. Donc il faut aider le Maroc et travailler avec lui. Deuxièmement, il faut s'attaquer aux gros bonnets peut-être aussi. Et peut-être pas mettre garde des Sceaux celui qui les défendait. Parlons de la délinquance et de ce qui se passe depuis quelque temps. On voit que les policiers et les gendarmes sont la cible. Voilà, que ce soit d'ailleurs dans les villes, les quartiers, la campagne, peu importe. Quand on parle avec les gendarmes, ils disent des choses absolument affolantes. Par exemple, ils disent voilà, aujourd'hui on nous a remis des vieux Beretta, ce sont des revolvers qui datent de Méthusalem, voilà, il faut qu'on travaille avec ça. On nous dit surtout vous n'intervenez plus, vous laissez faire. Qu'est-ce que tout ça vous inspire? Est-ce qu'il y a une sorte de démission là aussi, quelque part, face à la sécurité que ça m'inspire, c'est que la chance qu'on a paradoxalement, c'est que le jour où on arrivera au pouvoir, on rétablira l'ordre très vite. Parce que, en fait, si le désordre est tel, la violence est telle, c'est parce que depuis 10 ans, et ça ne date pas de ce gouvernement, depuis 10 ans, instruction est donnée aux forces de l'ordre de laisser faire. Pas de drame, pas de vague. Dans les établissements scolaires, tout l'appareil d'État a démissionné. En même temps, on ne peut pas dire aux policiers de tirer à vue sur les gens. On peut tirer dans les jambes d'abord. Oui, d'accord. Ça ne fera pas de mal. Il y a un moment, quand on vous tue, il faut réagir. Et puis d'interpeller, de condamner, d'expulser quand ce sont des étrangers en situation irrégulière. Appliquer la loi républicaine. L'ensauvagement dont on nous parle est la conséquence logique de l'inapplication de la loi républicaine. Vous savez quand même que loi républicaine ou pas, il y a beaucoup de policiers et gendarmes sur le terrain qui disent aujourd'hui c'est trop tard. Mais c'est jamais trop tard pour rétablir l'ordre d'un pays. C'est jamais trop tard. Je suis désolé. Exécutons les peines déjà. Faisons voter ce que je demande, c'est-à-dire des peines plus lourdes pour les récidivistes. Revoyons la justice des mineurs. On sait très bien ce qu'il faut faire. Mais ça se fait en Angleterre, ça se fait en Allemagne. Je ne parle même pas des États-Unis. On va terminer cette causerie, Nicolas Dupont-Aignan. Il manque le feu. Oui, voilà. Dites-moi, vous parliez des médias tout à l'heure, de l'oligarchie, etc. Oui. Vous êtes devenu la tête de turc de Yann Barthès et de Quotidien. Oui, incroyable. J'ai presque envie de vous dire, justement, tiens, les yeux dans les yeux, vous avez envie de leur dire quoi? J'ai envie de leur dire, si vous parlez tant de moi, pourquoi vous ne m'avez jamais invité pour qu'un jour les gens voient l'original? J'accepte que vous vous moquiez de moi, mais je n'accepte pas que vous m'interdisiez de venir une fois chez vous pour que les gens voient la réalité de ce que je suis. Et donc c'est ce que Chevènement avait dit sur l'équipe de Canal+. Vous savez, quand Chevènement par les Guignols était caricaturé en officier allemand, ce qui était monstrueux, il avait dit c'est un meurtre symbolique. Voilà. Donc c'est du meurtre symbolique. Et je trouve ça dégueulasse. Mais c'est dégueulasse parce qu'en fait, ce sont les petits agents, les petits télégraphistes du système. C'est tellement facile de croire représenter la liberté de ton alors qu'ils ne sont que les instruments d'un système financier qui pille le pays. C'est du pillage du pays. En fait, le pays est pillé. Bon. Et donc, ce sont les petits agents, les idiots utiles, et encore, je ne pense pas qu'ils soient si idiots. Voilà. Si vous étiez élu président, vous feriez quoi pour que les médias soient plus pluralistes, puisque vous estimez que je voterai une loi, je ferai voter, c'est dans mon programme, Résistance, dans le bouquin, comme au Brésil ou aux États-Unis, déjà qu'aucun groupe qui dépend des commandes de l'État ne puisse être propriétaire d'un média. C'est ce qui existe dans la plupart des pays au monde. C'est pas possible. Mais il y a des bons journalistes partout, et il y en a des biens dans ces médias. D'ailleurs, c'est eux qui souffrent autant que nous. Parce que eux, il y a des journalistes de talent qui sont expulsés petit à petit parce qu'ils ne rentrent pas dans la ligne. C'est pas facile. Et il y a un vrai souci de liberté d'expression. Et puis il y a un vrai souci culturel. Un des grands enjeux de mon projet politique, parce qu'on parle toujours sécurité et immigration, c'est quand même l'école de la République. Avoir des citoyens et pas des consommateurs. Bon, il y a du boulot. Hein. Ah ben il y a du boulot. Bon, on se retrouvera peut-être à l'Élysée, qui sait. Mais j'espère. Hein. À bientôt. Mais bientôt.